Hello les amis, nous sommes le vendredi 16 octobre 2020 et comme je vous l'avais annoncé dans une autre émission, c'est le Money Time. Ça se durcit des deux côtés et dans l'autre côté, dans le camp profond, il y a toutes les GAFA qui mènent une censure insoutenable. Que ce soit YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn maintenant. J'ai mon compte supprimé sur LinkedIn depuis 2 jours. Vous imaginez, LinkedIn, un réseau professionnel, pourtant je publie pas grand chose sur LinkedIn. Donc évidemment, ça sert à rien de se plaindre, c'est ainsi. Donc il y a eu de bonnes nouvelles que je vous ai mis sur mon mur Facebook et Twitter. Je vous ai aussi dit, essayez de me suivre sur Twitter parce que là, l'actualité est tellement riche que ça pulse, quoi. Je peux juste faire une émission un petit peu plus dense pour mieux expliquer toutes les 48 heures, parce que toutes les 24 heures, ça va être difficile maintenant, parce qu'il y a beaucoup de travail, vous comprendrez. Et donc voilà, Twitter obligé de fournir une liste de tous les liens d'ici demain 17h qu'ils ont bloqués depuis le 1er janvier 2019 par le gouvernement fédéral des États-Unis. On ne peut plus laisser continuer à faire cela. Les décodeurs ont eu leur chaîne YouTube fermée, ainsi que Alexis Cosette avec Radio-Québec. C'est un véritable scandale. Mais en fait, le problème, c'est qu'on s'aperçoit de plus en plus, et ça, il faut en être conscient, c'est ça qu'il faut dire un petit peu partout, c'est que ces gens-là n'ont que soit les insultes, soit la censure. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas dialoguer sur le fond, parce qu'ils n'ont qu'un argument, ça, je vous le répète depuis longtemps. Donc, comme ils n'ont aucun argument, ils utilisent les moyens du faible. L'insulte et la censure, parce qu'ils le peuvent, parce qu'ils sont tout puissants, enfin, ils se croient tout puissants. Donc moi, sur ma chaîne YouTube qui a été censurée, voilà, l'assignation est partie chez Google, puisque Google c'est YouTube. Et donc ça c'est l'assignation que mes avocats ont dit que je pouvais montrer à l'antenne, sans évidemment montrer le nom des huissiers de justice qui le font. Assignation Google Irlande, les actes, les copies, ça coûte de l'argent, c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais être le seul youtubeur qui dépense plus de sous qu'il n'en gagne, mais c'est pas grave parce que c'est pour la liberté, c'est pour la liberté. Et j'attaquerai tous les autres. On va s'occuper de LinkedIn, là pour l'instant je vous demandais de vérifier mon identité. Je sais pas, peut-être, je sais pas. Non, mais sinon on intégrera aussi LinkedIn en justice, c'est vraiment pas un souci pour moi. Parce que c'est en justice qu'on va gagner tous les combats. Je sais que parmi vous, il y en a qui disent « Ouais, mais c'est tous les mêmes pourris ». Non, je pense pas. C'est mon avis, après, une fois de plus, tout le monde est libre. Moi, je suis pour la liberté de penser. Je suis pour échanger, discuter. Je n'avais jamais entendu ni insulter, ni rien faire de ce genre-là. J'invite à tous ceux qui ne sont pas de mon avis sur ma chaîne à venir discuter sur le fond évidemment. Mais vous voyez, regardez aussi en justice, en Allemagne, le tribunal de Berlin suspend l'ordre de fermeture des bars et restaurants à 23h. En notant que les infections provenaient d'au-delà de l'industrie des aliments et des boissons. Évidemment, parce qu'à Berlin, comme partout, pareil pour l'État profond, on ferme. Eux, ils ont eu l'intelligence de fermer à 23h. Chez nous, c'est à 21h. On avait petite pensée pour tous ceux qui habitent des villes et qui vont être, comme en temps de guerre, sous le couvre-feu de 21h à 6h du matin. Encore une décision complètement absurde que Véran et sa clique essayent de nous faire passer pour juste, alors que, regardez, dans le même temps, on voit où sont recensés les clusters, entreprises privées ou publiques 704, milieux scolaires et universitaires 551, établissements de santé 312, événements publics ou privés 311, et ensuite arrive à peine le milieu familial élargi, et vous voyez, petit 2 concerne plusieurs foyers familiaux. Ensuite, les établissements sociaux d'hébergement et d'insertion, les établissements pour personnes handicapées, les crèches, les communautés vulnérables, et les transports, avions, bateaux, trains. Donc, c'est une mesure complètement stupide, et à noter que dans les entreprises, dans les milieux scolaires, universitaires, dans les établissements de santé, on porte des masques. Et vous voyez que c'est quand même là qu'il y a des clusters. Là aussi, ce serait bien de se poser la question sur les masques. Et pourtant, vous voyez, une étude du CDC américain. Qu'est-ce qu'ils vont faire, le CDC? Ils vont se rétracter encore. 85% des patients atteints de coronavirus ont déclaré porter des masques toujours ou souvent. C'est quand même dingue, oui, parce qu'il y en a qui ont tellement peur du virus. Comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans le descriptif de l'émission. Et pour ceux qui n'auraient pas bien compris que ces mesures ne servent à rien, Pascal Pro va vous l'expliquer en 30 secondes.
J'ai entendu un raisonnement par l'absurde, parce qu'on ferme les restaurants pour empêcher des interactions dans les restaurants le soir, nous sommes d'accord. Et j'ai entendu parfois autour du gouvernement dire mais les restaurateurs pourront s'organiser pour accueillir plutôt entre 18h et 21h. Mais si le même nombre de personnes passent entre 18 et 21h qu'elles ne passent entre 21h et 23h, les gens auront simplement dîné plus tôt. Mais vous comprenez que le même nombre de gens seront allés dans le restaurant, simplement ils auront dîné plus tôt. Plus de monde dans le restaurant. Donc cet argument qui consiste à dire ah mais les restaurants ils peuvent s'organiser différemment, c'est idiot. Il me semble que c'est un peu... Et donc voilà, quoi. Le masque ne sert strictement à rien, et les mesurettes qui sont faites par Véran, Macron, Castex sont complètement nulles. Mais oui, la justice aussi, vous avez vu, hein, qu'Édouard Philippe, Olivier Véran, Sidat Ndiaye, Jérôme Salomon et Agnès Buzyn ont été perquisitionnés par la justice. Alors j'entends aussi dire oui, mais c'est pour faire un sketch, tout et tout. Écoutez, laissez faire la justice, ayez confiance à la justice. Nicolas Sarkozy vient d'être mis en examen après 2 fois 48 heures de garde à vue. Les syndicats de magistrats en appellent à la Commission européenne sur les graves atteintes à la dépendance de la justice en France. Encore un conflit d'intérêts avec notre ministre de la Justice, Dupond-Moretti. On gagnera en justice. Faites-moi confiance, on gagnera en justice. Et en plus, on va gagner petit à petit parce qu'on a la vérité pour nous et que ça commence à se voir. Alors, vous savez quoi? Un truc de fou. J'ai publié sur mon compte Twitter j'ai retweeté une vidéo de Martin Blachier. Si on m'avait dit il y a 72 heures que j'aurais tweeté une vidéo de Martin Blachier, franchement, j'aurais bien ri. Mais là, je vais vous la passer à vous aussi, parce que en face, ils vont avoir que des insultes, donc lui, il faisait partie de leur camp, hein. Mais là, on dirait qu'il change de camp, et on va voir s'il le traite de nazi d'extrême droite, ou de rassuriste, ou de complotiste. On va attendre, hein. Mais écoutez ce qu'il dit. Écoutons ce qu'il dit. En fait, je vais être tout à fait honnête avec vous. Nous, ça fait 3 jours qu'on fait travailler nos équipes sur ces chiffres parce qu'on est très, très, très surpris de ces chiffres. Depuis début octobre, on a un phénomène très particulier qui concerne l'intégralité des régions et des départements de la France. On a une espèce d'explosion du nombre de cas et c'est très, très difficile à expliquer. C'est pas mis en corrélation avec le nombre de nouvelles visites aux urgences. Donc, on se pose beaucoup de questions sur ces chiffres. On a écrit à Santé publique France de manière indirecte pour leur demander des précisions. Et on commence à se demander, je vous le dis, hein, en toute franchise, on a vraiment regardé sous toutes les coutures si ces chiffres sont réels, parce que c'est très étrange ce qui se passe. On a une explosion dans des départements différents où pourtant on avait des cinétiques virales qui n'étaient pas les mêmes. On retrouve le même phénomène sur tous les départements, ça concerne toutes les classes d'âge. Donc il y a vraiment une espèce de phénomène systémique dans ces données qui est très particulier. Et j'avoue qu'on a du mal à l'expliquer, c'est totalement décorrélé de toutes les autres courbes. Donc on se demande s'il n'y a pas un problème avec ces données, on a du mal à les expliquer. Vous êtes en train de me dire que ce serait surévalué, docteur Blachier? Je me demande tout simplement s'il n'y a pas un bug dans les données, puisque je vous dis, on a du mal à expliquer pourquoi dans toutes les régions de France, au même moment, depuis début octobre, on aurait une explosion des cas, une explosion du taux de positivité, alors qu'on a des villes qui sont sur des cinétiques qui sont assez différentes, que ça concerne toutes les classes d'âge. Donc on se pose des questions depuis 1 à 2 semaines sur ces chiffres-là, qui sont pas en corrélation avec les visites aux urgences, les appels SOS médecins. La cinétique sur les autres indicateurs, elle est pas celle-là. Donc, et on entend partout les gens à l'hôpital dire on s'attend à une avalanche de patients sur la base de ces chiffres-là. Donc on verra si ça se vérifie. Mais il y a 2 solutions. Soit on a vraiment une explosion de la circulation virale depuis 15 jours sur tout le territoire, alors qu'il semblait que les situations étaient un petit peu hétérogènes et dans toutes les classes d'âge. Soit il y a vraiment un bug dans les données depuis début octobre. Je ne sais pas comment ça pourrait s'expliquer, mais vraiment, je pense qu'il faut vérifier ces chiffres parce qu'ils affolent tout le monde. Et c'est pas, ça arrive, je veux dire, parfois, il y a des bugs qui se mettent dans les données. Et là, je pense qu'il est particulièrement important de vérifier ces données-là. Ben oui. Hein, 30 000 cas par-ci, 20 000 cas par 26 000, 20 000 cas par-là. Et après, ça fait beaucoup de cas hein, quand même, hein, parce que si on regarde quand même, rien que depuis le mois de octobre, en France, il y a eu, hier, hein, presque 250 000 cas. 250 000 cas, franchement, 250 000 cas, on a 5 000 places en réa.
Et les hôpitaux ne sont pas pleins. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les tests sont faux. Parce que sinon, pourquoi? Là, par exemple, on fait tellement de faux tests que même les Allemands, qui sont assez pragmatiques, qui ne peuvent pas penser qu'on fasse de faux tests, mais ils ne connaissent pas, vont certainement fermer la frontière entre le Rhin, de Strasbourg. Vous ne pourrez plus aller à Clé, parce qu'ils vont dire, attends, pestiférez, restez chez vous, quoi. Mais, est-ce qu'il serait possible que, comme on le dit depuis très longtemps sur cette chaîne, que les tests PCR sont au-delà de 30 et 35 et sont faux, parce qu'ils sont tous positifs, quand l'ARS va nous communiquer les taux des tests? À quel cycle? D'ailleurs, vous avez vu dans la vidéo il y a Martin Blachier, là, vous avez vu tous ces gens qui se font tester, ils sont en pleine forme, ils attendent, mais à quoi ça sert? Mais à quoi ça sert? C'est pas des malades. Parmi ceux-là, il y en a plein qui vont être positifs, mais le lendemain, ils seront pareils. Ils seront pareils. Il y a des gens qui sont dans cette queue, qui quittent la queue, qui étaient inscrits, et le lendemain, alors qu'ils n'ont même pas eu le test, ils sont déclarés positifs, parce que le labo touche 73 €. Il faut arrêter. Il faut vraiment arrêter, quoi. Et il y a aussi certainement une autre raison. Regardez, ça vient pas de notre tas, ça vient de la COREB, la mission nationale de la coordination opérationnelle des risques épidémiques et bioéthiques, Reacting Research Actions. Et regardez, persistance du virus de RNA. Regardez le tableau. Jusqu'à 50 jours. Jusqu'à 50 jours, il peut persister. Et la moyenne est 20,6 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez pu attraper le Covid sans le savoir, pendant l'été, que vous faites un test, là, et que vous êtes positif, parce que avec les hauts cycles, on détecte les brins d'ARN qui traînent, et qui sont pas contagieuses et qui vont pas vous rendre malade. Et puis, en virologie, toujours dans cette étude de la COREB, on apprend que, quand même, vous voyez, en 2.2, la transmission du SARS-CoV-2 par aérosol et fomite est plausible. C'est-à-dire que partout on nous dit, c'est sûr et certain que ça se transmet par aérosol, et eux, ils écrivent que c'est plausible. Plausible, ça veut dire qu'ils sont pas sûrs du tout. Ils disent qu'il y a des mutations qui ont été vues. C'est marrant ça, Olivier Véran disait qu'il n'y avait aucune mutation, c'est un peu drôle, certainement parce que le professeur Raoult avait dit que ça mutait. D'intéressant aussi, on dit que l'expression virale peut commencer 2 à 3 jours avant les premiers symptômes. La détection de l'ARN viral ne signifie pas nécessairement la présence d'un virus infectieux, en particulier pour les faibles charges virales, et supérieure à 8 jours après l'apparition des symptômes. Mais ça veut dire que si vous faites un test, vous êtes positif. Positif. Arrêtez de vous faire tester, vous allez voir que... Arrêtez, vous êtes en pleine forme, là, vous êtes en pleine forme. À quoi ça sert? À quoi ça sert? De toute façon, même si vous êtes positif, on va vous dire de rester à la maison, de prendre du paracétamol. Et puis, si vous êtes négatif, vous allez avoir peur que demain, vous allez l'attraper et vous allez recommencer, quoi. Faut arrêter. Regardez, ils y croient tellement peu que je vous passe juste 10 secondes de Castex. En France, comme d'ailleurs dans tous les pays autour de nous, l'économie connaît un net rebond qui nous permet de considérer que la deuxième vague de l'épidémie est arrivée. L'économie connaît un net rebond, c'est super. Pour finir, pour vous rassurer, je vous avais déjà présenté VRishWar, que je vous conseille de suivre sur Twitter. Le taux de mortalité était en France de 19,5% entre le 1er mars et le 24 mai. Il est actuellement de 0,389%. Le SFR est donc bien divisé par 50. Le professeur Toussaint a raison. C'est le professeur Toussaint qui avait dit ça. Et vous voyez tout en bas, les décodeurs. Pourquoi ils soutiennent le gouvernement comme ça? C'est très simple. Pourquoi? Vous ne vous souvenez pas, vous? Le gouvernement a débloqué 2 milliards pour les médias. Ça, c'était il y a quelques temps déjà. 2 milliards. C'est pas neutre, 2 milliards. Vous vous rendez compte? Pour les médias, 2 milliards. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 2 milliards. Et pour la presse écrite, le chiffre qu'ils adorent, 666 millions. Il était beaucoup de questions de 6, l'autre jour, 6 heures, pas plus de 6. 666 millions pour la presse. Alors vous avez le petit tableau, vous pouvez faire un screenshot. Le Monde, 16 millions de subventions d'euros, plus les millions de dollars de Bill Gates. Et pendant ce temps-là, Olivier Véran annonce une enveloppe de 50 millions d'euros pour les hôpitaux afin d'ouvrir de nouveaux lits. Donc d'un côté, vous, si ça vous choque pas, moi ça me choque, 50 millions pour les hôpitaux, 2 milliards pour la presse. 666 millions pour la presse écrite. Pour faire quoi? Pour lire la même chose. Parce que quand vous ouvrez un journal, dit Coluche, vous ouvrez un
ou un autre, il y a exactement la même chose. Donc la presse est obligée de dire du bien du gouvernement, mais et donc ils font des Check News, Libération, Décodeur du Monde, mais tout ça c'est des fake news, quoi, des fake news. Le nombre de morts en France causés par le Covid-19 n'a pas bougé ces 2 dernières semaines, selon les chiffres des certificats 17 publiés par Santé publique France. Vous pouvez aller consulter tout ça, hein. Et ça continue. Un chercheur de Montpellier alerte sur la gestion du Covid, le gouvernement effraie la population. Didier Montet, chercheur au CIRAD de Montpellier, a signé une tribune pour dénoncer des mesures gouvernementales disproportionnées aux côtés de près de 300 autres scientifiques. Il alerte sur la stratégie sanitaire menée par le gouvernement depuis le début de l'épidémie. Je vous laisse lire l'article en entier. On va quand même lire quelques moments clés. On ne sait pas interpréter les chiffres en France et surtout, il y a énormément de flou dans la méthode de calcul qui est utilisée par le gouvernement. Il manque par exemple systématiquement pour les tests PCR les types d'appareils, les modes opératoires utilisés, les écarts types qui sont pourtant obligatoires pour toutes les publications scientifiques concernant les analyses. Forcément, il y a un problème de calcul choisi volontairement pour faire peur aux citoyens, précise Didier Montet. Selon lui, le taux d'incidence, le nombre de tests positifs PCR pour 100 000 habitants augmente mathématiquement avec le nombre de tests réalisés. Selon lui, l'épidémie est à relativiser dans la mesure où la probabilité d'en mourir est très faible. Il y a dans ce cas 50 cas positifs pour 100 000 habitants, limite de la zone rouge, soit 0,05% de la population. En considérant que 90% de la population ne présentera pas de symptômes, il y aura donc 10 patients symptomatiques pour 200 000 habitants. Parmi ces patients, une infime partie ira à l'hôpital. 574 patients par jour en moyenne sur 7 jours en France. Et 987 en réanimation et très peu mourront, 117 morts. Ce qui fait 0,000004 morts par habitant et par jour. Je ne souhaite à personne d'attraper le virus, mais il faut simplement reconnaître que les chances d'être gravement malade avec cette maladie sont très faibles. Didier Montet, chercheur et expert en sécurité des aliments et en gestion de crise sanitaire. Donc, si on n'est pas capable d'absorber 10 patients pour 200 000 habitants, vaut mieux vivre en Afrique, hein, où il y a, quand en France il y a 30 000 cas, en toute l'Afrique il y a 8 000 cas, 1,5 milliard d'habitants. En plus, le remède, il y a un remède, hein. Je vous laisse encore une fois, maintenant vous en êtes quand même à 142 études sur l'hydroxychloroquine, 83 évaluées par les pairs. Le traitement précoce du Covid-19 avec hydroxychloroquine montre une efficacité élevée. Vous avez tout dans ce tableau, hein. Tout en haut, vous voyez, vous pouvez aller cliquer sur vitamine D, vermectine, Licof, Regencov-2, Remdesivir, hein. Et alors, un article, je vous avais fait une émission, La politique tue. Tuer, du verbe tuer. Hein. Recherche défavorable je vous mets une recherche défavorable sur l'hydroxychloroquine Covid-19 associée à des auteurs ayant des antécédents de dons aux partis politiques. Oh mon Dieu, tiens, les partis politiques viennent voir là-dedans. C'est une étude qui est sortie. Hein. J'avais osé le faire, hein, l'émission La politique tue. Et donc l'abstrait, c'est explorer dans quelle mesure les préjugés politiques en médecine et les auteurs de l'étude pourraient expliquer la forte variation de la favorabilité des études sur l'hydroxychloroquine aux États-Unis par rapport au reste du monde. Parce qu'en Afrique, il n'y a pas ça. En Afrique, ils n'ont pas l'argent pour avoir commandé du Remdesivir, on va y revenir. Donc eux, ils ont pris ce qu'ils avaient, la chloroquine. Et l'article, il dit, dans les conclusions, les résultats des études sur hydroxychloroquine et chloroquine de la recherche américaine étaient assez défavorables par rapport au reste du monde, amplifiant l'impact des dons de partis politiques d'auteurs américains sur les résultats d'études défavorables. L'intense exposition médiatique en cette année électorale aux États-Unis a polarisé notre société, pourrait injecter diverses formes de biais dans la recherche médicale, y compris de la part des auteurs de l'étude eux-mêmes. Nous suggérons donc l'ajout de divulgation politique aux divulgations financières déjà requises pour les soumissions de recherche scientifique à venir. Ça va être, comme le dit le professeur Raoult, le plus grand scandale sanitaire de l'histoire qui va leur péter à la figure. Ça, je vous le dis, moi. Ça, je vous le dis, parce que la vérité, à la fin, elle sortira. Pendant ce temps-là, comme je vous l'avais dit, ah non, je ne vous l'avais pas dit hier est sortie la super étude sur le Remdesivir, et c'est l'OMS qui le dit, ça fait plaisir YouTube, le Remdesivir ne raccourcit pas les délais de guérison, dit l'OMS. Et que le fameux remède qui a eu tellement de représentants sur les plateaux de télé, ils disent que n'a peu ou aucun effet sur la durée d'hospitalisation des patients atteints du Covid-19. À savoir que quand même l'OMS avait dit que le Remdesivir allait être le médicament, elle l'avait dit en mars. Et moi, je me suis fait censurer des émissions parce que je disais le contraire. Vous vous rendez compte un peu? La vérité arrive toujours. Je vous rappelle quand même que l'Union européenne, avec nos impôts, avait commandé le 30 juillet
30 000 traitements de remdesivir. Non, vous allez me dire, ouais, bon, ils ne le savaient pas encore, et tout ça, tout ça. Oui, mais il y a 2 jours, la Commission européenne commande plus de 500 000 doses de remdesivir à Gilead. Mais elles étaient où, les études? Pourquoi ils se sont basés là-dessus? Pourquoi ils n'ont pas commandé des plaquettes d'hydroxychloroquine? Et pourquoi du remdesivir? Parce que, j'arrive pas à avoir le chiffre, mais les 30 000 doses, ils les avaient payées 63 millions d'euros. Donc si je fais une simple règle de 3, 500 000 doses, 1 milliard. 1 milliard 1 milliard. On rendez compte? C'est hallucinant, quoi. Hallucinant. 500 000 plaquettes d'hydroxychloroquine, ça fait 2 millions. Et là, ils ont commandé 1 milliard. Et tout ça avec des faux tests, hein, comme on apprend, encore une fois, Recovery. Ils ont fait des tests avec l'hydroxychloroquine à 2400 mg, en sachant qu'à 2000 mg, c'est la mort. Comme tout médicament, si vous prenez votre plaquette de paracétamol, vous allez mourir aussi. Hein. Faut rester lucide. Hein. Donc, ils disent qu'à 2000 mg, c'est dangereux. Ils font des tests à 2400 mg. Sachez qu'ils n'ont jamais dépassé ces doses-là. Ils étaient bien en deçà. Je crois que c'était 600. Je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne vais pas vérifier. Ils étaient à 600 mg à l'IUHU. Donc ça aussi, ça va sortir et il va falloir rendre des comptes, tout simplement. Pendant ce temps-là, aussi une information qui est passée inaperçue en France, Mélanie Trump a révélé qu'elle s'est guérie du Covid avec des vitamines et une alimentation saine. Voilà. Elle a fait différemment de son mari. Je vous tiens juste à préciser qu'en France, une telle déclaration lui aurait valu un procès d'intention en charlatanisme. Parce que il y a des gens qui préconisent ça chez nous, une alimentation saine et des vitamines, on dit que c'est des charlatans qui vont être poursuivis par Miviludes, et que c'est des sectes. Vous voyez où ça en est en France? Vous vous rendez compte un petit peu? C'est juste affolant, hein. Et donc, il s'affole tellement en face qu'il raconte n'importe quoi. Fauci, qui commence vraiment à dépérir très gravement, commence à raconter n'importe quoi. Il dit qu'il ne faut pas compter sur l'immunité de masse, que c'est un non-sens et que c'est dangereux. Ah, d'accord. Alors lui, il dit que notre système immunitaire, les lymphocytes T, les anticorps, il ne faut pas y croire. C'est très dangereux de croire en votre immunité à vous, quoi. Vous vous rendez compte où ils en sont arrivés? Ils en sont arrivés qu'une ministre viennent dire, Elisabeth Borne, cela tombe très mal, les perquisitions, de venir saisir et mettre sous scellé les ordinateurs dont on a besoin pour gérer cette crise. Ils ont saisi les ordinateurs de ces types-là, ils en ont besoin pour gérer la crise. Ah bon? C'est sur l'ordinateur d'Olivier Véran qu'on gère la crise au niveau national. Mais voilà, et c'est juste hallucinant. Et Castex avait dit, je crois, de toute façon, on n'a rien trouvé dans la perquisition d'Olivier Véran. Ah oui, pourquoi tu y étais? C'est quelqu'un qui t'a dit. Comment tu peux savoir? C'est pas parce que tu es Premier ministre que tu as accès à l'information. Et puis, qu'est-ce que tu en sais ce qu'il y avait dans l'ordinateur, dans les smartphones d'Olivier Véran, toi? Hein? Non, et franchement, ils marchent sur l'eau, ces mecs. Je crois que quand il y a quelqu'un qui m'a dit que quand on arrive au pouvoir, ah oui, dans l'excellent dernier livre de Christine de Viejoconcourt, que je vous recommande, d'ailleurs je vais l'inviter, Christine, on va faire une émission ensemble, sur les hommes de pouvoir, comme elle dit, une fois qu'ils ont les gardes du corps, le gyrophare bleu, le chauffeur, on les reconnaît plus. Hein. Quelqu'un que je vous recommande aussi de suivre sur Twitter, c'est Stalek, qui a fait un petit montage, c'est un garçon merveilleux, franchement. Abonnez-vous à ses tweets. Il a fait un montage, vous allez voir, c'est génial. Le Conseil scientifique, lorsqu'il nous annonce la énième deuxième vague la semaine dernière, un certain nombre de ses membres sont sur leur site de vacances. L'un des membres, alors qu'il nous annonce une catastrophe sanitaire pour la France, est sur son site de villégiature. Nous sommes donc dans une situation identique à celle du mois de mars, lorsque celui qui a annoncé la catastrophe avec plus de 500 000 morts annoncés pour la Grande-Bretagne, 500 000 morts annoncés en France, ne respectait pas lui-même le confinement qu'il a réussi à imposer à la moitié de l'humanité. Nous sommes dans des situations dans lesquelles nous nous trouvons face à des gens qui ne croient pas aux recommandations qu'ils transmettent. Vous avez été confiné. Et très rapidement, à l'Assemblée nationale, il y a eu une loi, la loi du 23 mars, qui a fixé ces règles qu'on a appelées la loi d'état d'urgence sanitaire. Et c'est là qu'on s'est assis complètement sur les droits inaliénables qui sont dans notre Constitution. Donc aujourd'hui, tout ce que nous vivons est totalement
illicite en matière de privation de liberté. Les décisions aujourd'hui ne sont pas prises en fonction d'une réalité qui serait celle de la circulation du virus, puisqu'on ne sait pas comment le virus se transmet clairement aujourd'hui. Les décisions qui ont été prises, c'est pour dire, dans votre vie personnelle et de loisirs, il faut continuer à être discipliné comme vous l'êtes lorsque vous avez la pression sociale de la vie en collectivité, au travail, dans les transports ou dans la rue. Il faut que dans notre vie sociale, à tous, eh bien, on continue à faire attention parce que pour éviter un deuxième confinement total. C'est-à-dire que la liberté est un principe et la restriction à la liberté une exception. Si vous sortez de ce domaine, consistant à dire qu'avant l'acte violent, il n'y a rien, mais qu'après l'acte violent, vous pouvez les retrouver et les punir, si vous sortez de ce domaine-là, vous rentrez dans un domaine où on assure la pacification apparente de la société par un contrôle administratif presque total. Ça s'appelle le totalitarisme. Et comment on peut y arriver au totalitarisme? Il n'y a qu'une seule voie, faire peur. Faire peur aux gens pour qu'ils le demandent. Que ce soit eux qui soient en quête de demander et qui vont échanger leur liberté contre une soi-disant sécurité. Arrêtez de vous faire tester, vous allez voir que demain, il n'y aura personne. Alors, il y a encore des cas de Covid, faut pas non plus... mais attention, la grippe arrive. Comment on va? Si vous êtes grippé et que vous allez faire un test, vous allez être positif au test, sans doute, parce qu'il n'est pas là pour faire le distinguo. Je vous laisse un excellent article de Prisca du Cœur Joli. C'est sur son blog. On a retrouvé la grippe saisonnière 2019-2020. C'est très long, parce que comme à l'habitude de Prisca, c'est très fouillé. C'est extrêmement fouillé. Mais faites lire cette étude de Prisca. Elle a retrouvé, la grippe saisonnière de 2019 et 2020, et selon ses calculs, elle aurait fait 7000 morts. Je vous rappelle qu'officiellement, la grippe saisonnière en France a fait 72 morts, donc si Prisca a dit 7000, ça veut dire que c'est déjà 7000 en moins des 32 000 morts du Covid. Il en reste 25 000. 25 000. Donc on est au niveau de la grippe de 2017, mais une fois de plus, 25 000 parce qu'on n'a pas soigné, 25 000 parce qu'on a interdit aux personnes âgées d'aller dans les hôpitaux, ceux qui sont en EHPAD, 25 000 parce qu'on a encore réduit le nombre de lits en réanimation. Vous savez, si on continue avec ce gouvernement, il n'y aura plus que 1000 lits en réa. Donc on va arrêter la vie dans ce pays pour chaque épidémie qui passe, chaque hiver. Il faut vraiment arrêter cela. Et si ça vous intéresse encore, je vous laisse un article de François écrit par Dr Gérard Delépine. Je suis médecin, j'ai 74 ans et je ne me vaccinerai pas contre la grippe cette année. Parce que là, il n'est pas question d'être anti ou pro-grippe, il est question d'interférence virale. Et deux virus qui sont vraiment différents, celui de la grippe et celui du Covid. Ce qui a vraiment aucun problème. Parce que quelqu'un l'a étudié avant de dire que c'est des conneries. Il faut l'étudier, c'est tout. Point, final, barre. Voilà, je vais vous laisser le mot de la fin avec le meilleur d'entre tous, le professeur Perron, qui va nous parler des tests, qui va nous parler de la folie qui s'empare de ce pays. Écoutez-le. C'est juste pour vous donner envie d'aller sur Sud Radio, écouter sa dernière interview qu'il a passée. C'est très important. Et arrêtez de croire ce gouvernement. À la fin de l'émission, je vous remets encore un melting pot de ce qu'ils ont raconté pour vous dire avec quelle facilité on vous ment. Soit c'est des menteurs professionnels, soit ils sont complètement incompétents. Mais c'est soit l'un, soit l'autre. Il ne peut pas y avoir de juste milieu. Allez, je vous dis pas, je sais pas, demain j'ai plein de travail, dimanche j'ai plein de travail, c'est super, je passe mes week-ends à travailler, c'est fantastique, c'est génial. Allez, bye bye, bibis. Alors c'est vrai que dans certains pays, dont la France, il y a eu un petit rebond là depuis la fin août, et puis ça a augmenté un petit peu. Alors d'abord à Marseille il y a 15 jours, puis à Marseille c'est en train de s'améliorer doucement, et puis maintenant en Île-de-France. Mais les hôpitaux sont très loin de la saturation qu'on a connue. Alors donc, justement, vous avez amené, par exemple, des tableaux. Je voudrais le montrer. J'espère qu'on le voit à la caméra. Ce sont les tableaux d'hospitalisation. Est-ce que vous pouvez nous le commenter ? Alors, vous voyez, sur la courbe, il y a une grosse vague qui correspond à mars-avril à gauche. Et puis à droite, il y a la soi-disant deuxième vague. Vous savez, vous vous souvenez du film Bryce the Nice et Isgor Dosgor qui attendent la grande vague? Mais ils attendent d'en bas. Ils ont une petite vaguelette. Et alors, c'est vrai que quand on regarde bien, parce que c'est les téléspectateurs verront pas le détail des courbes avec les couleurs, mais
Par exemple, la région PACA a connu cette petite vaguelette il y a 15 jours, 3 semaines. C'est en train de se tasser doucement. Donc et l'Île-de-France est en train d'augmenter un petit peu. C'est vrai qu'il y a plus de cas, mais je reconnais totalement, il y a plus de cas hospitalisés, il y a plus de cas dans les réanimations. Mais moi, quand je discute avec mes collègues réanimateurs, maintenant, il n'y a plus qu'un tiers des malades qui sont en ventilation artificielle. C'est pas du tout la gravité des malades qu'on a connus au mois de mars. Et puis les réanimations sont loin d'être dans la saturation. Parce que vous savez qu'on a... Voilà le tableau des admissions en réanimation. Alors, vous voyez que c'est la catastrophe à droite, où on voit une petite vaguelette, on nous fait croire que le système de santé va péter. Pardon, juste préciser que c'est sourcé Santé publique France. Oui, c'est des courbes officielles. Moi, je raconte que des choses officielles. Je suis désolé. J'aurais aimé que M. Macron présente ses courbes hier soir parce qu'il aurait été ridicule devant les Français. Parce que nous faire croire que... Vous vous rendez compte, mettre un pays entier... non, pas entier, pardon, c'est des régions, l'Île-de-France... C'est un tiers de la population française. Voilà, un tiers de la population française en couvre-feu. Le couvre-feu... les Gaulois réfractaires s'en souviennent. C'était quand ? Pendant l'occupation allemande, où la milice et la Gestapo venaient à la maison, et maintenant on va voir la police débarquer à la maison pour voir s'il y a plus de 6 personnes à table. Et je fais un appel solennel aux Français, arrêtez de faire la queue dans la rue devant les laboratoires de biologie dès 6h30 du matin, ça ne sert à rien, vous n'êtes pas malade, ces tests ne veulent rien dire, c'est pas parce que le test est positif que vous avez le virus, vous n'êtes pas contaminant. On ne fait un test que si on a des symptômes, ou que si on est dans l'entourage immédiat de quelqu'un qui a des symptômes. Donc tout ça, c'est une imposture. Alors le nombre de cycles d'amplification est important, parce qu'en France, effectivement, comme disait notre téléspectateur, on fait 40-45 cycles d'amplification, ce qui donne énormément de faux positifs, alors qu'en Allemagne et en Italie, ils en font 20 ou 25. Donc ça ajoute au nombre de faux positifs, bien sûr. Et on les présente comme cas positifs, et les gens sont angoissés. Ce qui permet à Olivier Véran à la télévision de montrer des courbes, qu'on ait une deuxième vague gigantesque, tout le monde est malade partout en France, c'est totalement faux. Tous ces cas, ce ne sont pas des malades dans l'immense majorité des cas. Donc il faut que les Français réagissent et appellent à arrêter cette imposture. En plus, ça ruine la Sécu. La Sécu n'a pas beaucoup d'argent. Quand on voit que le gouvernement a supprimé des lits de réanimation, continue à supprimer des moyens dans les hôpitaux, contrairement à ce qu'il avait annoncé avec le Ségur, et qu'on ruine la Sécu pour des tests qui ne servent à rien. Des milliards d'euros, vous vous rendez compte qu'est-ce que j'aurais pu faire dans les hôpitaux avec des milliards d'euros ? 18% des gens guérissent. Je le confirme ce soir. Est-ce que vous avez acheté des masques pour vous et vos enfants ? Ah non, pas du tout. Non, mais vous rigolez, mais là la question c'est de savoir est-ce qu'on va acheter des masques ou pas ? Le port du masque, ça ne sert à rien. Ce sont des masques qui sont uniquement utiles quand on est soi-même malade. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Il ne faut pas mettre de masque, il ne faut pas porter de gants. Ça ne sert à rien. Et ça même un inconvénient, c'est que ça prive de masques ceux qui en ont véritablement besoin. On a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Il n'y a aucune indication à acheter des masques. J'ai pris un arrêté qui interdit la vente de masques. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Moi, je ne sais pas utiliser un masque. Il n'y a pas de sens à porter ce masque, totalement inutile pour toute personne dans la rue. En fait, ça ne sert à rien. Je ne sais pas l'utiliser. L'usage des masques est inutile. Vous ne cessez de dire que les masques sont inutiles. Les masques n'ont aucun intérêt pour le grand public. On doit acheter des masques ou pas ? Soyez clairs. On ne doit pas acheter de masques et d'ailleurs, on ne peut pas en acheter. Il n'y a pas une pénurie de masques. Aujourd'hui, nous avons un stock d'état de masques. Et sur les masques, c'est très important pour nos concitoyens. Le ministre l'a dit, mais je le redis, il n'y a pas de sujet de pénurie. On le dira beaucoup en point presse, qu'il ne faut pas s'inquiéter là-dessus. Nous avons des dizaines de millions de masques en stock. Pas de risque de pénurie de masques ? Non, il n'y a pas de risque de pénurie. En fait, on a des stocks d'État, donc ils sont renouvelés, on les a. Il faut arrêter de mentir aux Français. Je ne crois pas qu'on puisse me reprocher de mentir. Il en va de même d'ailleurs pour la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, avec qui je travaille très bien. Vous savez quoi ? Moi, j'ai pas l'habitude de mentir. Je ne mens pas, monsieur. Vous ne dites pas que je mens. C'est n'importe quoi de dire un truc. N'importe quoi. Je suis parfaitement certaine que c'est n'importe quoi. Leute sind angeblich hier und angeblich aufgelöst. What? Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar. Deine Propaganda. Bla 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 bla. Fake News Media. Das ist doch gar nicht wahr.
Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab, doch der Widerstand ist da. Allah Che Guevara, komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Dein Bildschirm ist wie eine Hypnose, Gehirn aus wie bei einer Narkose. Die Inszenierung einer Katastrophe, ein Feindbild, so wie der Franzose. Dein Bildschirm zeigt dir, wie die Welt ist. Die Zahl stoppt, auch wenn sie gefälscht ist. Das Bild wirkt, auch wenn es gestellt ist. Newsflash, Tausenden gefällt es. Dein Bildschirm wiederholt das Mantra. Bedrohung unaufhaltsam wie ein Panzer. Und alle lauschen sie jetzt diesem Mann da. Stopfen ihre Backen voll wie Hamster. Dein Bildschirm sagt dir, wer der Feind ist. Stay home, ruft die Bullen heimlich. Billionen für die Wirtschaft, sei nicht kleinlich. Und wer was anders sagt, der wird gesteinigt. Dein Bildschirm blickt in deine Seele. Dein Führer gibt dir die Befehle. Déjà-vu, was für eine Szene. Die Freiheit in der Quarantäne. We are at war. Wir sind im Krieg. Bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit dreht sich im Grab, doch der Widerstand ist da. Allah Che Guevara, komm, sprecht es mir nach. Fake News Media. Wir sind in einem Krieg um unser Klima, doch ihr kämpft um Exporte gegen China. Wir sind in einem Krieg gegen die Armut, doch ihr kämpft gegen Flüchtlinge in Kanus. Wir sind in einem Krieg um Weltfrieden, doch ihr baut die Raketen, die sie schießen. Wir sind im Krieg um eine bessere Ernährung, doch ihr verbreitet diese Scheiße in der Werbung. Wir sind im Krieg gegen Hetze und Hass, doch ihr macht euch Sorgen wegen dem DAX. Im Krieg gegen Suizid und Depression, doch ihr macht mit Pharmazeutika Millionen. Wir sind im Krieg gegen mächtige Konzerne, doch ihr lasst euch auszahlen 5 Sterne. Wir sind im Krieg gegen Kindesmissbrauch, doch reden Kinder seid ihr ziemlich oft taub. Wir sind im Krieg gegen Ungerechtigkeit, doch ihr wollt, dass es ungerecht bleibt. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt, doch das Schicksal dieser Menschen lässt euch kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung, doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation, Fake News machen dich zu einem Klon. Das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Lügen in diesem Staat schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, so klar. Deine Propaganda, bla 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 bla. Fake News Media, das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Die Masse, sie folgt wie ein Schaf. Die Freiheit wird sich im Grab, doch der Widerstand ist da. Allah Che Guevara, komm, sprecht es mir nach.